Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Au centre hospitalier universitaire de Martinique, la grogne persiste pour certains employés. La conférence régionale de la santé et de l'autonomie a procédé le 3 mai dernier à l'installation de la commission Santé Jeunes. La course aux législatives bat son plein chez nous, tout comme en France hexagonale. Des collégiens ont récemment pu expérimenter les bus à haut niveau de service utilisés pour le TCSP. C'était dans le cadre d'un projet pédagogique mené par des enseignants de l'établissement. Et puis aujourd'hui, mercredi 10 mai, la France hexagonale a commémoré l'abolition de l'esclavage. Les 95 salariés en charge de la restauration au centre hospitalier universitaire de Martinique ont entamé un mouvement de grève ce mercredi en cause des problèmes concernant les primes et de mauvaises conditions de travail, notamment dues à des défaillances techniques récurrentes. Et puis ce matin, toujours mercredi 10 mai, 14 infirmiers du centre hospitalier Maurice d'Épinois ont reçu un diplôme validant une spécialisation en psychiatrie. Depuis 1992, les aides-soignants et les infirmiers doivent en effet compléter leur formation initiale afin de prendre davantage en compte l'aspect humain dans la gestion du patient. Cette mesure pourrait progressivement être élargie aux éducateurs sportifs et aux assistantes sociales. Le 3 mai dernier, une commission santé jeune a été mise en place. Explication. Rappelons tout d'abord que la conférence régionale de la santé et de l'autonomie concourt à la mise en œuvre de la politique régionale de santé en donnant des avis sur ses modalités d'élaboration, de suivi et d'évaluation. C'est un lieu d'échange, d'information, de propositions et de débat en toute transparence. Elle organise le débat public sur les questions de santé de son choix, permettant ainsi aux représentants des usagers du système de santé de s'exprimer. Elle évalue également les conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, l'égalité d'accès aux services de santé et la qualité des prises en charge. En installant une commission santé jeune, Marcel Clodion, le président de la conférence de la santé et de l'autonomie, a expliqué qu'il était important d'associer les jeunes, forces vives de demain, aux problématiques de santé qui se posent dans notre pays. 5 thèmes prioritaires ont été définis: la sexualité, les addictions, l'accès aux soins, l'alimentation et la santé mentale. Il est déjà question de mettre en place des journées d'information ou encore des forums santé jeunes, charge aux jeunes membres de la toute nouvelle commission de proposer des idées novatrices. Affaire à suivre donc. Depuis ce mercredi après-midi et jusqu'à ce dimanche 14 mai, la Martinique accueille sur l'ensemble de son territoire la 21e édition des Jeux des îles. Nous avions eu l'occasion de vous en parler. Cette compétition mise en place en 1997 par la Corse et les Baléares regroupe des jeunes de 13 à 16 ans venus de toutes les îles de l'Union européenne. Ainsi, ce sont plus de 500 jeunes qui s'apprêtent à s'affronter dans une dizaine de disciplines pour représenter leur territoire. L'an dernier, nous avions obtenu la 3e place au classement général. Hier soir, mardi 9 mai, le Parti progressiste martiniquais présentait ses 2 candidats pour les élections législatives. Sans surprise, il s'agit du député sortant Serge Letchimy à Fort-de-France et de David Dinal dans le Sud. Dans les 2 autres circonscriptions, il semble qu'il n'y ait pas de candidat étiqueté PPM. On notera que le parti des balisiers ne sait pas encore si les candidats, une fois élus, iront siéger dans l'opposition ou dans le groupe de la majorité présidentielle. Pendant toute la matinée, ce mercredi 10 mai, la collectivité territoriale de Martinique avait donné rendez-vous
à tous les acteurs du monde de la jeunesse à l'Atrium. Il s'agissait de définir de manière concertée quels seraient les principaux axes de la politique territoriale pour l'enfance, la jeunesse et la famille dès l'année prochaine. L'enjeu étant de s'adapter au mieux aux évolutions sociétales et aux difficultés que rencontre la nouvelle génération. Et justement, en parlant de la jeune génération, le 2 mai dernier, dans le cadre d'un projet pédagogique sur la mise en place du TCSP, mené notamment par les professeurs d'histoire-géographie, de physique-chimie et de français du collège Cassien-Sainte-Claire, les élèves de l'établissement ont été chaleureusement reçus par le président-directeur général de la CFTU. Après avoir pu rencontrer au cours d'une réunion les différents acteurs qui participent au fonctionnement des infrastructures et des bus à haut niveau de service, après avoir obtenu des réponses à leurs interrogations donc concernant ce nouveau mode de transport qu'est le TCSP, les collégiens se sont rendus au carrefour Mahot-Lamentin pour prendre part à la marche à blanc du TCSP lancée depuis le 23 mars dernier. Une phase qui permet depuis plusieurs semaines de vérifier et d'ajuster le fonctionnement de l'ensemble du système sur les plans sécuritaires et techniques. Concrètement, il s'agit de faire circuler les bus, de valider les temps de parcours ou encore le franchissement synchronisé des carrefours, par exemple, pour éviter tout accident avec les automobilistes, les motards et les piétons. C'est pour cela qu'aucun véhicule ne doit actuellement circuler sur les voies réservées au TCSP, sous prétexte qu'il n'est pas encore officiellement mis en place. Mardi dernier, à Carrefour Mahot, les collégiens de Cassien-Sainte-Claire ont donc été des usagers privilégiés. Ils ont validé leurs tickets, se sont fait contrôler, se sont assis dans les bus à haut niveau de service que certains voient passer avec émerveillement, d'autres avec agacement ou indifférence. En un mot, ils ont expérimenté sur le terrain ce nouveau mode de transport respectueux de l'environnement. Regardez. Le hasard a voulu que la dernière sortie officielle de François Hollande, en sa qualité de président de la République, s'effectue dans les jardins du Luxembourg pour la journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leurs abolitions. Emmanuel Macron a tenu à l'accompagner. C'était donc la deuxième sortie du tout nouveau président de la République. À cette occasion, il a été annoncé la création d'une fondation qui sera présidée par Jean-Marc Ayrault et qui aura pour mission de faire en sorte que soient mieux connus et que ne soient pas oubliées les douloureuses époques de l'histoire de France que sont l'esclavage et la colonisation. Dans l'Essonne, Stevie Gustave, un élu municipal d'origine martiniquaise, a fait le buzz sur les réseaux sociaux après avoir publié sur Facebook un message dans lequel il dénonce les violentes attaques sexistes ou calomnieuses dont est victime la femme du nouveau président Brigitte Macron. L'homme politique précise cependant qu'il ne fait pas partie des soutiens du leader d'En Marche. Le président de la République, Emmanuel Macron, installera dans moins de 3 mois des assises des Outre-mer chargées essentiellement de définir une feuille de route pour construire les Outre-mer de demain. Mais il est sans doute intéressant d'observer que le candidat Emmanuel Macron avait déjà donné quelques réponses dans certains secteurs. En matière de logement, par exemple, il s'agira, selon lui, d'accélérer la construction de logements sociaux et la réhabilitation de l'habitat indigne. Pour cela, les ressources budgétaires seront accrues et les modalités d'agrément des dossiers seront assouplies.
comme le permet désormais la loi Égalité des territoires. Les logements sociaux seront attribués aux ménages les plus modestes. Concernant la pollution provoquée par les voitures que l'on observe dans les Outre-mer, Emmanuel Macron souhaite accélérer le renouvellement du parc automobile en proposant une prime de 1 000 € pour le changement d'un véhicule antérieur à 2001 par un véhicule neuf ou d'occasion peu polluant. Mais surtout, il travaillera étroitement avec les élus des différents territoires pour améliorer l'offre de transport public. Mais là où le programme d'Emmanuel Macron est le plus spectaculaire, c'est sans doute dans le secteur de l'éducation des jeunes ultramarins. Il en fait l'une des priorités de son quinquennat. Il souhaite lutter efficacement contre le décrochage scolaire et permettre la réussite de tous les élèves. Pour cela, il donnera la priorité à l'apprentissage des fondamentaux. Lire, écrire, compter en maternelle et au primaire. Il divisera par 2 les effectifs des classes de CP et de CE1 dans les établissements scolaires classés éducation prioritaire. Par ailleurs, il renforcera et encouragera l'autonomie des établissements scolaires pour permettre que soient mises en œuvre des solutions pédagogiques adaptées aux besoins des élèves et aux situations locales. Par ailleurs, un pass culture de 500 € sera proposé à tous les jeunes de 18 ans pour leur permettre d'accéder aux activités culturelles de leur choix. Plus généralement, 100% des enfants, a promis Emmanuel Macron, auront accès à l'éducation artistique et culturelle. Tout cela, c'était le candidat Emmanuel Macron. Reste à savoir désormais comment le président Macron va mettre tout cela en œuvre et dans quel délai. 4 piétons, un cyclomotoriste, un cycliste, 3 motards et 3 personnes en voiture. En tout, ce sont 12 personnes qui ont été tuées sur les routes de Martinique depuis le début de l'année. La dernière victime est un piéton de 59 ans fauché par une voiture au quartier La Ménard. C'était lundi soir vers 20 h. On peut s'étonner du nombre élevé de piétons victimes de la route chez nous. Notons que dans l'accident de lundi soir, le chauffeur a été tellement choqué qu'il a dû être conduit à l'hôpital d'où il est ressorti peu après. Une enquête est ouverte sur les circonstances exactes de cet accident. Un père de famille martiniquais résidant en région parisienne est actuellement en train d'être jugé pour le viol présumé de 11 femmes contactées sur des sites de rencontres. L'individu était déjà connu par les services de police pour des délits routiers ou liés à la consommation de stupéfiants. La compagnie aérienne Corsair annonce qu'en octobre 2017, elle va desservir la ville cubaine de Varadero, un des hauts lieux touristiques de Cuba. Pour l'instant, une liaison existe 2 fois par semaine entre Paris, Orly et La Havane. Rappelons que les clients de Corsair peuvent être acheminés jusqu'à l'aéroport d'Orly à partir de 18 villes de province. Si l'arrivée aux Antilles françaises de la compagnie low cost Norwegian Airlines réjouit les voyageurs et les professionnels du tourisme, le coup semble dur pour les compagnies aériennes françaises qui s'en alarment. Le secteur aérien français subit déjà de plein fouet la concurrence des compagnies à bas coûts européennes comme EasyJet et Ryanair. Il a déjà perdu 11 000 emplois et craint d'en perdre 16 000 autres au cours du prochain quinquennat si aucune mesure n'est prise pour réduire les charges et simplifier la réglementation afin de lutter à armes égales contre les transporteurs d'autres pays. Ainsi, les compagnies aériennes françaises dénoncent par exemple le dumping social pratiqué par Norwegian Airlines, accusé de menacer les emplois des personnels navigants et la desserte aérienne des Antilles, de la Guyane et de la Réunion au départ de Paris. Selon le président de Corsair International, Norwegian ne crée pas d'emplois en France et privilégie les contrats de travail atypiques et précaires. Elle a, en outre, créé des filiales en Irlande et au Royaume-Uni afin d'échapper aux contraintes imposées aux compagnies françaises. Cette concurrence déloyale bénéficie du soutien de la Commission européenne, souligne la Fédération nationale de l'aviation marchande. Et pour y faire face, les transporteurs aériens français chiffrent à 500 millions d'euros le gain qu'entraînerait une réduction de 50% des charges sociales sur le personnel navigant des compagnies françaises. La FNAM préconise en outre une plus grande flexibilité administrative et réglementaire, une harmonisation sociale au niveau européen et un plan national de lutte contre les pratiques illégales des compagnies aériennes concurrentes, comme l'emploi de faux indépendants ou de travailleurs détachés. La FNAM affirme en effet que les compagnies low cost exploitent les failles de la réglementation européenne.
Elle rappelle qu'Air France, Corsair, Air Caraïbes, Transavia et XL Airways assurent 50 000 emplois directs dans l'Hexagone, aux Antilles et à La Réunion et plus de 200 000 emplois indirects induits. La FNAM réclame donc un mandat clair pour défendre le pavillon français. Au moment où vous regardez ou écoutez ce journal pour la première fois, mercredi 10 mai à 20h, se tient depuis 18h30 à la bibliothèque Schellcher une conférence sur le thème suivant: réseau, généalogie et parcours de vie d'habitants caféiers martiniquais, blancs et libres de couleurs, de la fin du XVIIIe au début du XXe siècle. Un fait divers dramatique met en évidence, s'il en est encore besoin, la réalité de la fuite des cerveaux que l'on observe chez nous. Ce fait divers, c'est le décès d'Arnaud Pélage, ce jeune homme de 30 ans qui s'est noyé accidentellement à La Réunion. Il a été pris d'un malaise et son corps n'a été retrouvé qu'au bout de 5 jours. Ingénieur en informatique, c'est en France qu'il travaillait. Après avoir fait toutes ses classes secondaires et une classe préparatoire en Martinique et des études à Bordeaux, s'il se trouvait à La Réunion, c'était à la fois pour retrouver sa copine et pour participer à un festival de capoeira, cette danse brésilienne dont il était passionné. D'après le rapport du Programme des Nations Unies du développement, les Seychelles et l'île Maurice sont les premiers pays africains en matière de développement humain. Selon le document rendu public récemment et qui concerne l'année 2016, les Seychelles et Maurice occupent respectivement les 63e et 64e places mondiales. Sans surprise, de nombreux pays africains sont très mal lotis malgré leurs importants atouts naturels. Ainsi, la Côte d'Ivoire se situe à la 171e place et la République démocratique du Congo à la 176e. Les conflits fratricides dont ces pays ont été le théâtre sont loin d'être étrangers à cette situation. C'est aussi le cas de la République centrafricaine, la plus mal classée de tous les États africains, 188e sur les 197 pays reconnus par l'ONU. D'après le PNUD, ce sont les États du Golfe, les pays d'Asie de l'Est, d'Amérique du Nord et d'Europe qui enregistrent les plus forts taux de développement. La Norvège arrive en tête du classement mondial. Les rédacteurs du rapport estiment que le monde a fait d'importants progrès. Il est parvenu à faire reculer l'extrême pauvreté, à améliorer l'accès à l'éducation, à la santé et à l'assainissement, et à élargir les possibilités ouvertes aux femmes et aux filles. Cependant, toujours selon le PNUD, les inégalités ont atteint un niveau alarmant et une part très importante de l'humanité est laissée pour compte. Pire encore, l'organisation estime que les écarts entre les pays vont encore se creuser si les dirigeants des pays concernés ne font preuve de volonté politique. Le gouvernement haïtien tente actuellement de régler un problème qu'il estime majeur. Le problème en question est celui de l'enseignement de la langue à l'école. On le sait, à Haïti, on ne parle pratiquement que créole, même si le français est également considéré comme une langue officielle. Le gouvernement veut davantage mettre en avant désormais la langue de Molière, notamment à l'école, sans pour autant nuire au créole qui doit continuer d'exister à tous les niveaux de l'éducation nationale. Il veut absolument promouvoir le multilinguisme dans le pays. Certains intellectuels ne sont pas loin de faire un rapport direct entre le fait que la plupart des Haïtiens ne parlent que créole et le sous-développement de leur pays. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Docteur en sciences politiques, ancien délégué interministériel à l'Outre-mer et président d'honneur du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, le CREFOM, Patrick Karam nous a fait parvenir un texte qu'il nous semble intéressant de vous lire. Il est quelque part la suite de notre SER d'hier mardi. Voilà ce qu'écrit Patrick Karam. Au deuxième tour des présidentielles, malgré une participation en baisse par rapport à 2012 et des votes blancs en progression, l'Outre-mer a fait un choix de raison en votant sans appel Emmanuel Macron, qui était pourtant bon dernier des 4 grands candidats au premier tour. Mais Marine Le Pen, qui avait déjà réalisé au premier tour le meilleur score de l'ensemble des candidats dans tous les Outre-mer, bénéficie clairement du report d'une partie de l'électorat Fillon et réussit une percée inédite
avec un pic en Nouvelle-Calédonie en raison des inquiétudes liées au futur référendum sur l'indépendance et des scores les moins élevés à Wallis et Futuna, en Guadeloupe et en Martinique. Désormais, l'outre-mer n'est plus le dernier bastion de résistance au Front national. Marine Le Pen a fait exploser les derniers verrous ultramarins qui donnaient à son parti, élection après élection, les scores les plus faibles de tous les territoires français. On est loin de l'époque où Jean-Marie Le Pen ne pouvait fouler le sol des Antilles et où les scores réalisés par son parti et par lui-même dans nos territoires éloignés étaient marginaux. La stratégie déployée par la candidate frontiste en direction des Outre-mer a certes joué, mais le sentiment de nos compatriotes d'être les grands oubliés de la République, à la fois sur les questions économiques et sociales, mais aussi et surtout sur les questions de sécurité et d'immigration dont souffrent de nombreux territoires ultramarins, ont joué un rôle important dans le rejet des formations classiques. Même s'il n'y aura pas de conséquences lors des prochaines législatives, à raison du scrutin et de l'absence de candidats crédibles et ancrés sur nos territoires, cet avertissement dans les urnes résonne comme un camouflet pour des partis de gouvernement qui considèrent les Outre-mer comme des réservoirs électoraux et les oublient sitôt l'élection terminée. Il est temps qu'ils comprennent que les territoires ultramarins ne sont pas leurs chars gardés et qu'ils les mettent au centre des priorités nationales. Il n'est plus supportable que l'outre-mer apparaisse dans l'agenda gouvernemental qu'au moment des crises, lorsqu'il faut apporter des réponses ponctuelles et urgentes sous la contrainte, comme on l'a encore vu en Guyane. Cette leçon doit servir à Emmanuel Macron, qui doit immédiatement mettre en chantier la remise à niveau des infrastructures et de l'économie des territoires ultramarins. Si ce chantier n'était pas immédiatement ouvert de plein gré avec un processus contrôlé pour donner à tous les territoires ultramarins des signaux positifs, la défiance manifestée dans les urnes et l'exemple guyanais se traduiront par un rapport de force que dirigeront les mouvements populaires qui seront intransigeants sur le contenu et le timing des réformes, exposant le gouvernement à devoir céder sous la contrainte des manifestations de rue et dans l'urgence des blocages et des affrontements. Dans notre sujet santé ce soir, il est question de thyroïde. Si l'incidence du cancer de la thyroïde a fortement progressé, il aurait triplé aux États-Unis en 30 ans, passant de 2,6 cas à 11,6 pour 100 000 aujourd'hui. C'est en partie grâce aux nouvelles techniques d'imagerie de dépistage qui permettent de dépister des lésions de la thyroïde de plus en plus petites. Or, nombre d'entre elles sont très peu évolutives et ne nécessiteraient qu'une simple surveillance. C'est le cas des microcancers capillaires qui ne représentent que 80% des cancers de la thyroïde et dont le pronostic est très bon avec 99% de survie à 20 ans. Seulement lorsque l'on parle à un patient de cancer, la suspicion étant parfois pire que la maladie, les traitements sont mis en place par mesure de précaution, chirurgie, iode radioactif, traitement hormonal. Trop souvent et inutilement selon les experts et pouvant être à l'origine d'effets indésirables, voire nocifs. Or, selon une étude entreprise dans le cadre d'une série consacrée au surdiagnostic, les personnes ayant choisi la surveillance ne décèdent pas de cette maladie. En revanche, les traitements exposent à des risques chirurgicaux, effets secondaires de l'iode radioactif, inflammation des glandes salivaires, leucémie, traitement hormonal à vie. En pratique, les experts suggèrent d'abandonner le terme de cancer pour désigner les tumeurs papillaires de petite taille au profit de microcancers, afin de dédramatiser le diagnostic et d'éviter des traitements agressifs potentiellement inutiles. Dans un tout autre domaine, certains y verront une vibrante démonstration de l'évolution des mentalités, d'autres une dangereuse fragilisation de nos valeurs traditionnelles. Pour la première fois à Cuba, l'Église catholique vient de célébrer une messe conduite par des prêtres transsexuels. Ces derniers portaient des étoles aux couleurs du mouvement LGBT. Si à Cuba, le mariage et l'adoption sont interdits aux homosexuels, en revanche, depuis 2008, l'État autorise et finance les opérations de changement de sexe. Aujourd'hui, mercredi 10 mai et jusqu'au 13 mai prochain, l'association des marchandes de Fort-de-France, Marchandes Foyal,
organise d'importantes promotions sur les ventes de produits locaux. Vous pourrez notamment trouver sur le marché des concombres à 80 centimes d'euros le kilo et des pastèques à seulement 90 centimes d'euros le kilo. Le mois de mai est en principe le mois où l'Europe met l'accent sur son activité et en particulier sur l'aide qu'elle apporte au développement des régions. C'est pour cela que la Guadeloupe, autorité de gestion des fonds européens, a mis en place toute une campagne de communication grand public sur ces fonds européens. La première manifestation de cette campagne de communication a été une conférence de presse qui a été donnée mardi 9 mai. La collectivité territoriale de Martinique, elle aussi gestionnaire des fonds européens, ne s'est pas engagée dans une démarche identique. Il est intéressant, selon nous, de vous rappeler ce que sont les fonds européens. FEDER, Fonds européen de développement régional, 522 millions d'euros pour l'aide au financement des projets liés à l'innovation, l'aide TIC, l'activité des entreprises, l'énergie et l'environnement. Le FSE, Fonds social européen, 254 millions d'euros pour l'aide au financement des projets liés à l'emploi, la formation et à l'insertion des publics en difficulté. Le FEADER, Fonds européen agricole pour le développement rural, 174 millions d'euros pour l'aide au financement des projets liés à l'agriculture et au développement rural. Le FEAMP, Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 10 millions d'euros pour l'aide au financement des projets liés à la pêche et à l'aquaculture. Saviez-vous que le système bancaire en France hexagonale considère l'espace bancaire des Outre-mer comme étant étranger ? Du coup, actuellement, 900 000 ultramarins résidant en France rencontrent des difficultés parce que les coordonnées géographiques qui figurent sur leur relevé d'identité bancaire, RIB, sont situées dans un territoire des Outre-mer. Par exemple, certains propriétaires refusent de leur louer un logement ou ils n'obtiennent pas de crédit à la consommation. Ils ont même du mal à bénéficier d'un paiement en 3 fois sans frais. La loi du 28 février 2017 relative à l'égalité réelle en Outre-mer considère qu'il s'agit d'une discrimination qu'il faut faire cesser. Ainsi, depuis le 2 mars de cette année, une personne traitée de manière moins favorable qu'une autre dans une situation similaire en raison de sa domiciliation bancaire pourra saisir la justice pour faire reconnaître la discrimination. Si cette pratique est prouvée, le contrevenant encourt des poursuites pénales. En même temps, il n'est pas facile d'intenter un procès juste parce qu'un commerçant a refusé de vous laisser payer en 3 fois un réfrigérateur. L'action en justice peut coûter plus cher que le réfrigérateur lui-même. Sans doute les associations qui existent au sein de la communauté antilo-guyanaise en France seraient bien inspirées de mettre en place une cellule d'accompagnement des personnes qui se trouvent confrontées à ces difficultés. Même si c'est plus difficile que de manifester entre la place de la Bastille et la place de la République pour des causes qui ne changent en rien le quotidien des ultramarins qui vivent dans les Outre-mer. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je remercie tous ceux qui ont participé à sa réalisation. Catherine Emmanuel, Pierre-Éric Witz, Alain Jean-Paul, Mylène Janot, Raphaël Dufour, Frédéric Titus, Getty Galva, Marilyn Etilé, Roland Laouché. Ce journal sera rediffusé ce soir à 22h35, demain à 6h25 et en multidiffusion sur OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Vous pouvez aussi revoir votre journal sur kmttelevision.fr. Je vous souhaite une excellente soirée et que Dieu garde la Martinique.